profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ne les laissez pas entrer. L'addiction a pris notre mère lentement, l'a bercée et l'a endormie en chantant, profondément enfoncée dans le matelas de son lit. Lorsque ses dents de derrière sont tombées, elle les a laissées sur le bord de la baignoire. J'avais 7 ans, et je les ai gardées dans une boîte d'allumettes, les morceaux manquants d'elle en sécurité, pour qu'elle ne soit pas perdue à jamais. Peut-être qu'un jour, nous pourrions la reconstituer. Notre maison s'est effondrée autour de nous, et nous avons fait de notre mieux pour nous relever. Les plafonds étaient endommagés par l'eau, les escaliers du bas étaient pourris, et en hiver, les radiateurs saignaient de rouille. Mais c'était toujours notre maison, et Annie en a fait un foyer. Ma sœur Annie m'a materné, avec des pansements de travers sur des genoux meurtris et des repas tièdes au micro-ondes. Elle m'a raconté des histoires de fantômes et n'a pas vu d'inconvénient à ce que je me glisse dans son lit plus tard, trop effrayée pour dormir seule. Elle m'a appris à danser, pieds nus sur le tapis du salon, la chaîne musicale à plein volume sur la télévision, en secouant nos hanches avant qu'elle ne soit complètement développée. Elle me laissait toujours prendre la douche en premier pour que l'eau soit chaude, sans jamais se plaindre lorsqu'elle devait se contenter de l'eau froide. Elle me brossait les cheveux tous les jours avant l'école, même quand je criais et la frappais quand elle attrapait les cheveux emmêlés. Annie avait les cheveux noirs comme son père, quel qu'il soit, mais moi j'étais blond. Annie voulait absolument être blonde elle aussi, comme Marilyn Monroe, comme maman. Je pense qu'elle pensait que cela les rapprocherait, que cela rappellerait moins son père à sa mère. Je donnerais n'importe quoi pour qu'elle mette ses mains dans mes cheveux une fois de plus, même si cela me faisait mal. Elle est partie à New York quand j'ai eu 18 ans et n'est jamais revenue. Il m'arrive encore de rêver d'elle. Il était impossible de suivre notre père et nous avons appris dès notre plus jeune âge que nous serions toujours laissés pour compte. Cela ne rendait pas les choses plus faciles. Lorsqu'elle buvait de la lumière, elle brillait. Nous réveillait à 3 heures du matin avec des crêpes dégoulinantes de sirop de cerise. Parfois, lorsque le temps s'y prêtait et qu'elle en avait assez d'être seule à boire, elle appelait notre école pour leur dire que nous avions tous les deux attrapé le mal de l'été ou quoi que ce soit et que nous devions aller à la plage à la place. Je me souviens que j'avais 9 ans et que je me trouvais sur la banquette arrière de la voiture, rentrant à la maison après une de nos journées à la mer, en train de sucer le sel de mes doigts. Annie venait de se teindre les cheveux en blond, sa meilleure amie Jeanne l'aidant à se pencher sur l'évier de la cuisine. De l'arrière, je ne pouvais pas dire qui était la mère et qui était la fille. La radio allumée et les vitres baissées soufflant le ciel à l'intérieur. Lorsqu'elle buvait beaucoup, elle restait dehors toute la nuit, les cheveux empilés comme une reine de beauté, les yeux vitreux et cerclés de paillettes et de noir. Parfois, elle était absente un jour ou deux. Elle ne nous disait jamais quand, mais un jour, nous nous réveillions dans une maison vide, le frigo plein à craquer, avec une note postale sur le devant et une trace de rouge à lèvres de maman en forme de baiser, nous disant qu'elle reviendrait bientôt. Parfois, elle ramenait des hommes à la maison, remplissant la table de canettes de bière et de cendrier, la fumée montant jusqu'au plafond, la mer se perdant dans la brume. Nous dormions avec des oreillers sur la tête, en essayant d'étouffer la musique qu'ils diffusaient jusqu'au matin, et nous nous réveillions avec des étrangers à la table de la cuisine le matin, nous demandant où nous avions rangé le café. Quand maman buvait trop peu, elle s'effondrait. Elle n'achetait pas de nourriture. Le réfrigérateur faisait un trou béant dans le mur. Elle fumait à la chaîne, laissant des brûlures de cigarettes sur le papier peint de l'escalier, comme si les murs étaient malades et en décomposition. Elle dormait à peine, marchant avec des demi-lunes bleues sous les yeux, les articulations à vif. Elle hurlait à la moindre chose. Je me souviens d'une fois où j'ai renversé un verre de jus de fruits sur le canapé. Elle m'a regardé avec des yeux morts et m'a traîné sur la moquette, puis a enlevé tous les coussins du canapé et les a mis en feu dans le jardin. Annie est allée regarder un peu par la fenêtre, puis s'est assise à côté de moi sur le sol, le dos appuyé contre le squelette des sièges, la tête reposant dans le cratère de mes clavicules.
Quand maman buvait trop, c'était le pire. Elle riait trop fort et trop longtemps, de tout et de rien, jusqu'à ce que sa bouche se mette à trembler et qu'elle se mette à pleurer à la table du petit déjeuner dans ses céréales. Annie se renfermait quand maman était comme ça. Elle allait quelque part au fond d'elle-même, là où personne ne pouvait lui faire du mal. Elle restait debout jusqu'au matin à regarder des vieux films en noir et blanc à la télévision, murmurant les répliques qu'elle connaissait par cœur comme des prières. Quand j'avais 5 ans, je pleurais quand je trouvais maman évanouie sur son lit, persuadée qu'elle ne se réveillerait jamais. Annie essuyait mes larmes, me disait qu'elle dormait seulement, comme les princesses de mon livre d'histoire. Nous nous asseyions ensemble sur le lit de maman et attendions qu'elle se réveille. Quand nous avons été plus âgés, c'est moi qui ramassais maman sur le sol de la salle de bain, encore et encore, et Annie la mettait au lit, lissant ses cheveux sur son visage et essuyant le vomi de sa bouche, changeant ses vêtements si elle s'était pissée dessus aussi. En les regardant à l'époque, il ne faisait aucun doute qu'Annie était la mère maintenant. C'était en octobre. J'avais 13 ans et Annie 16. C'était un mercredi soir et maman était partie depuis 2 jours. Elle nous avait appelés ce matin-là d'une cabine téléphonique, la voix traînant sur la ligne, nous disant qu'elle passait un excellent moment avec tous ses nouveaux amis et qu'elle espérait que nous nous débrouillions bien. Lorsqu'elle a demandé si je passais un bon anniversaire, je lui ai raccroché au nez. Mon anniversaire avait eu lieu la veille. Annie m'avait offert un tas de cadeaux, des bonbons Carambar et des petites voitures. Je n'ai pas demandé où elle avait trouvé l'argent pour acheter tout ça, mais je m'en moquais. Nous avions pris le bus pour aller à la plage avec Jeanne, et nous avions mangé le gâteau d'anniversaire qu'elle avait fait pour moi, le sable s'infiltrant dans le glaçage. Il avait le goût de la douceur et de la mer, et j'ai savouré chaque bouchée et chaque raclement de sucre contre mes dents. Nous avons regardé le soleil se coucher, Annie prenant des photos granuleuses avec son Nokia de merde pendant que je soufflais mes bougies, souhaitant encore et encore que maman ne rentre pas à la maison, qu'elle reste simplement absente cette fois-ci. Mais ce mercredi soir, Annie et moi ne nous parlions pas. La colère était omniprésente entre nous, s'infiltrant à travers les lattes du plancher. Cela avait commencé lorsqu'elle avait trébuché en bas de l'escalier. On a ri tous les deux, Annie rejetant la tête en arrière, l'espace entre ses dents de devant accrochant la lumière. Lorsque je me suis penché pour la ramasser, j'ai surpris son souffle, chaud, contre les taches de rousseur de mes joues. J'ai lâché ses bras et elle est retombée, heurtant le sol et souriant, secouant ses cheveux de son visage. Son haleine était chargée de whisky. Je ne pouvais pas commencer à la relever, je ne pouvais pas la regarder tomber encore et encore. Comme maman, je savais qu'elle ne se relèverait jamais. Je l'avais fixée, ses cheveux blonds tombant dans ses yeux, et tout ce que je voyais, c'était notre mère. Puis j'avais couru, mes pieds claquant dans le couloir comme des battements de cœur déchaînés. J'ai couru jusqu'à la cuisine et j'ai renversé toutes les bouteilles que nous avions dans l'évier, repoussant Annie qui se battait pour m'arrêter, attrapant l'alcool sur ses doigts alors qu'il tombait. Elle m'a attrapé par les épaules et m'a fait lâcher la dernière bouteille. Elle s'est écrasée entre nous sur le sol, les éclats de verre brillants comme si nous avions arraché les étoiles du ciel et les avions brisés, des morceaux que nous ne pourrions jamais remettre en place. Dehors, par les fenêtres ouvertes, le ciel est devenu d'un or pâle, les nuages d'un rose et d'un crème éparpillés à l'horizon. J'ai pleuré en regardant Annie à genoux en train de ramasser les morceaux. Annie était comme ça, toujours en train d'essayer de réparer les choses, même quand il était trop tard. L'odeur de la nourriture m'a fait sortir de ma chambre, l'estomac se transformant en traître à l'intérieur de ma cage thoracique. Annie préparait des pâtes, de la vraie nourriture, pas faite au micro-ondes. Elle avait mis la table, et elle avait mis une musique douce en fond sonore. Et Annie se déhanchait doucement en remuant la sauce tomate, riche et chaude. Nous avons mangé en silence, et à chaque bouchée, je lui ai pardonné. Maman n'a jamais préparé le dîner, ni ne s'est souvenu que mon plat préféré était les spaghettis depuis mon enfance, ni n'est restée sobre assez longtemps pour s'asseoir à une table. Mais Annie n'était pas maman. Nous étions en train de faire la vaisselle quand nous l'avons entendue pour la première fois.
Un papillon de nuit rampait à l'intérieur de la vitre et j'ai ouvert la fenêtre pour le laisser sortir dans l'obscurité. Un léger bruit est venu de l'arrière-cour. J'ai penché la tête pour écouter car il venait de très loin. Des pleurs. Je me suis dit que c'était Mika, l'enfant de 2 ans de la maison voisine, qui faisait une crise assez bruyante pour qu'on l'entende. Ou peut-être même Lucky Strike, le chat qui fait le junkie dans la rue, en quémandant de la nourriture comme il le faisait de temps en temps. J'ai toujours voulu le nourrir quand il venait, s'enroulant autour de mes chevilles, mais Annie m'en empêchait toujours, disant qu'une fois qu'on a commencé à donner, les chats n'arrêtent jamais de revenir pour en reprendre. Avec le recul, je ne pense pas qu'elle parlait du chat. Aujourd'hui, Annie a allumé les lumières de Noël autour du porche et nous nous sommes assis sur les chaises de plage en plastique pour regarder le ciel. Quand nous étions petits, nous nous asseyions dehors et Annie me racontait le nom de toutes les constellations et l'histoire de leur apparition dans le ciel nocturne. J'ai dû grandir avant de me rendre compte qu'elle les inventait au fur et à mesure. C'était un jeu auquel nous aimions encore jouer, inventant des histoires ridicules pour les formes que nous pouvions repérer. Alors celle-là, c'est la Heineken. Elle est arrivée là quand Dieu l'a laissée tomber de la fenêtre de sa décapotable et ne l'a jamais ramassée, dit-elle en hochant sagement la tête et en cachant son sourire. Bien sûr, dis-je en agitant les mains et en montrant du doigt les lignes électriques. Juste à côté du cendrier là-bas, laissé là par des anges en pause cigarette. Elle m'a répondu en souriant « Oui, on dit que si tu fais un vœu, tous tes rêves se réaliseront. » Elle s'est arrêtée de rire, la voix plus calme, le visage tourné vers toutes ces étoiles mortes. « Faisons un vœu, Emmanuel, faisons un vœu, » m'a-t-elle dit, et c'est ce que nous avons fait. Le bruit des pleurs nous a interrompus. Il était plus proche cette fois et définitivement humain. Nous nous sommes tournés l'un vers l'autre, confus. Annie a haussé les épaules et j'ai plissé les yeux dans le noir. On aurait dit un bébé perdu, fatigué et seul. « Ce doit être Mika ?» j'ai dit en me levant lentement. « Peut-être qu'il est passé par l'arrière ? Merde, tu peux appeler Connie et lui dire qu'on va l'amener ?» Annie n'a pas répondu et j'ai soupiré en roulant les yeux. « Bon, ça va, j'ai compris. Je suppose que je dois tout faire alors. » J'ai quitté le porche, l'herbe douce contre mes talons. L'air sentait comme s'il allait pleuvoir, frais, propre et en pleine croissance. Une promesse non tenue. « Emmanuel !» La voix d'Annie était tendue. Je me suis tourné vers elle en souriant. Mon sourire s'est éteint sur mon visage quand j'ai vu l'expression d'Annie. « Emmanuel, rentre à l'intérieur maintenant. » Elle regardait fixement dans le noir au-delà de moi, ouvrant la porte d'une main derrière elle, les doigts tâtonnant sur le loquet. Je me suis figé, les pieds nus dans la terre. J'avais trouvé ce qu'elle cherchait. Dans les buissons près de la clôture arrière se trouvait une personne accroupie, les genoux bien rentrés sous le menton, les bras enroulés autour des jambes. Sa bouche était grande ouverte, s'ouvrant et se fermant doucement pendant qu'elle pleurait, comme un enfant perdu dans le noir. Enfin, pas comme un enfant, mais comme quelqu'un qui fait semblant d'être un enfant, mimant le son, ouvert et fermé dans l'obscurité. Soudain, la personne se redressa, redressant le visage toujours caché par le noir. La personne était grande et mince, trop mince pour être une personne normale. La panique m'a fait bouger. L'instinct animal hérité des jours où nous vivions dans les arbres m'a fait avancer. J'ai été plus rapide qu'Annie, je l'ai entraînée à l'intérieur et j'ai claqué la porte derrière nous, l'entendant rebondir sur ses gonds lorsque je l'ai verrouillée. Nous avons regardé la personne se diriger lentement vers la maison, les pas délibérés et longs. Annie m'a pris la main, m'a serré contre elle et m'a fait tourner face à elle en me tenant par les épaules. « Ne te retourne pas, Emmanuel, ne te retourne pas !» Instinctivement, j'ai commencé à regarder par-dessus mon épaule dans l'obscurité. Annie m'a attrapé le visage fort et a secoué la tête. J'ai su alors qu'elle était sérieuse. « Je suis... » Sa voix s'est brisée et elle s'est raclée la gorge, serrant ma main assez fort pour me faire mal, les ongles s'enfonçant dans le sol, se mettant à la terre. J'ai regardé nos doigts entrelacés, tous deux issus des mêmes os. « Je vais appeler les flics et tout va être... » Sa voix s'est affaiblie, elle a bégayé. Les larmes coulaient sur ses cils, dégoulinant comme une promesse de pluie.
Annie ne pleurait jamais. « Ton téléphone est sous le porche !» a-t-elle chuchoté. Et la bile s'effrayait un chemin dans ma gorge. Son téléphone à elle était à l'étage en train de se recharger. Un doux tap, tap, tap a rempli le silence. Annie s'est tournée vers la fenêtre, les blancs de ses yeux montrant qu'elle avait les yeux écarquillés. C'était le bruit du front de quelqu'un contre la vitre, lentement, encore et encore. Ils ont commencé à accélérer de plus en plus fort, la peau rencontrant le verre jusqu'à ce qu'il claque contre la fenêtre assez fort pour faire trembler les vitres. Le tapotement s'est arrêté et j'étais sur le point de demander à Annie si je pouvais regarder maintenant. C'est alors qu'elle a crié, suivi par le bruit du verre qui se fissure et le claquement le plus fort jusqu'à présent. La personne qui se trouvait dans notre jardin venait de se fracasser le visage contre la fenêtre pour la briser. Nous avons couru à l'étage, montant les marches deux par deux, évitant instinctivement celle qui s'effondrerait sous l'effet de la pourriture sèche. Je me suis retourné une fois derrière moi, et Annie m'a tiré le visage en arrière avant que je puisse voir. Le bruit du verre brisé a résonné derrière nous lorsque nous avons atteint la salle de bain, dont nous avons verrouillé la porte. Un cri mince et plaintif, comme celui d'un bébé appelant sa mère, emplit le couloir, coincé entre les murs et les portes verrouillées. Annie s'est jeté le dos contre la porte, les pieds coincés contre la baignoire, agrippant le couteau qu'elle avait pris dans la cuisine. J'ai fait de même, épaule contre épaule. Des pas lents ont commencé à se faire entendre dans l'escalier, délibérés et désinvoltes. Les pleurs étaient devenus des moqueries, presque des rires, des éclats de voix stridents, puis des gloussements aigus qui s'arrêtaient brusquement avant de reprendre. La première porte à l'étage était celle de ma chambre à coucher et nous avons entendu le bruit distinct d'un claquement de porte. La personne nous cherchait. « Qu'est-ce qui se passe, putain ?» ai-je demandé à Annie, sans même prendre la peine de balayer les larmes qui ne cessaient de couler. J'ai regardé ma sœur se relever du sol et appuyer ses mains sur la porte quand nous avons entendu le bruit d'une deuxième porte qui s'ouvrait en claquant. La chambre de maman. La pièce suivante dans le couloir était la salle de bain. Annie m'a tiré vers le haut et m'a tendu le couteau. Je secouai la tête et le lui rendis, terrifié par ce qui se passerait si je devais m'en servir. Annie m'a poussé et m'a serré le couteau dans les mains, le pouce appuyant suffisamment fort sur la lame pour que je saigne. J'ai regardé le sang de ma sœur couler le long de son poignet, une route rouge sinueuse continuant à pousser dans mes mains malgré la douleur. J'ai fini par prendre le couteau. Quelque chose a claqué contre le mur que la chambre de maman partageait avec la salle de bain. Un gémissement aigu a suivi. J'ai retenu mon souffle. J'ai senti mon cœur battre à la base de ma gorge. Une chose sauvage et frénétique. « Je vais chercher le téléphone dans ma chambre. » Je secouai violemment la tête sur le point d'argumenter. Annie a plaqué une main sur ma bouche. Je pouvais goûter le sang sur sa main, salé et sucré, comme un gâteau d'anniversaire au bord de l'océan. « Oui, je vais chercher le téléphone et je vais appeler les flics et tout ira bien. » J'ai encore secoué la tête. « C'est la seule solution. Quand je partirai, j'ai besoin que tu verrouilles la porte et que tu ne l'ouvres à rien ni à personne. Pas pour moi, pas pour personne. Promets-moi. » J'ai secoué la tête et Annie a pressé sa main dans ma bouche, écrasant mes dents contre mes lèvres, ce qui m'a fait pleurer. « Promets-moi, Emmanuel, promets-moi. » Quelque chose s'est brisé dans la pièce voisine. Annie a brossé les cheveux de mon visage, les plaçant délicatement derrière mon oreille. Elle m'a promis qu'elle reviendrait vite et a déverrouillé la porte aussi lentement que possible, le peigne grattant doucement. J'ai regardé la courbe de son épaule disparaître dans le hall noir de l'extérieur, comme la lune en éclipse, et puis elle est partie. Je n'ai pas pu bouger ni respirer pendant une seconde, puis j'ai claqué le verrou juste au moment où quelque chose a rebondi sur l'extérieur de la porte. Un cri aigu a suivi. La poignée s'est mise à trembler suffisamment fort pour faire sauter l'une des vis. Je l'ai regardé rouler vers moi sur le carrelage, et puis le silence. Je me suis assis dos à la porte, tenant le couteau et souhaitant tenir la main d'Annie à la place. Toujours le silence. Rien d'autre que moi et mes poumons qui remplissaient lentement la pièce de mon souffle. « Emmanuel »
Une voix s'est fait entendre à travers la porte. Je me suis agrippé à mon couteau. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?»« Maman ?» Ma voix s'est brisée. « Maman, c'est toi ?» J'ai enroulé mes bras autour de moi, tremblant, essayant de me tenir tranquille. « Chérie, c'est bon. Ouvre la porte. Laisse-moi entrer. » La poignée a cliqueté à nouveau, plus doucement. « Laisse-moi entrer. Tout va bien. » Elle a frappé à la porte et j'ai enlevé la poignée du verrou. « Chérie, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir raté ton anniversaire. Je suis désolé d'être une si mauvaise mère. S'il te plaît. » Sa voix s'est brisée et elle a commencé à pleurer. « Laisse-moi entrer, bébé. Je suis tellement désolé. » J'ai fermé les yeux. Elle avait l'air triste et si perdue. Je voulais juste qu'elle me prenne dans ses bras, comme lorsque j'étais enfant et que je sortais de la balançoire avec une éraflure au genou. Peut-être que cette fois-ci, elle était sincère. Peut-être que tout irait bien. Ma main se dirigea à nouveau vers la serrure. La voix de ma sœur a traversé la porte, chaude et douce. « Petit frère, c'est moi, Annie. Tu peux me laisser rentrer, tout est réglé maintenant. » Ma main s'est figée sur le verrou et j'ai resserré ma prise sur le couteau. Annie ne m'appelait jamais petit frère. Elle m'a toujours appelé par mon prénom. Une main a frappé à la porte. La poignée s'est mise à cliqueter. La voix d'Annie est devenue basse et gutturale, suivie des mêmes rires stridents qu'auparavant. Maman parlait maintenant, suppliant et pleurant, sa voix devenant de plus en plus forte. Elle répétait « Laisse-nous entrer, laisse-nous entrer, laisse-nous entrer !» encore et encore, ponctuée par ses coups de poing sur la porte. J'ai pensé aux démons et aux monstres et à toutes les histoires qu'on prie pour qu'elles ne sortent pas de sous le lit. « Ce n'est pas ma sœur et vous n'êtes pas ma mère !» J'ai crié à travers la porte, les mains sur la tête. J'ai grimpé dans la baignoire et je me suis mis en boule, me berçant, le couteau serré contre ma poitrine. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière cette porte, mais je savais que ce n'était ni Annie ni ma mère. Ce n'étaient pas les voix qui me criaient dessus quand je changeais la chaîne de télévision, ou celles qui me chantaient joyeux anniversaire, celles qui me disaient que j'étais intelligent même quand j'avais eu de mauvaises notes, celles qui me lisaient des histoires de princesses qui ne se réveillent jamais. Non. Ce qu'il y avait derrière cette porte, ce n'était pas humain. Des coups et des cris venaient d'en bas, suivis de bruits de pas de gens qui couraient. Un hurlement guttural a traversé la maison, remplissant la pièce jusqu'à ce que j'aie l'impression de me noyer dans le son. Puis la porte a été enfoncée à coups de pied. J'ai crié, me couvrant les yeux, attendant la mort. Des bras m'ont trouvé et m'ont soulevé de la baignoire, me transportant hors de la pièce. J'ai regardé l'extérieur de la porte pendant qu'on m'emmenait en bas. La porte était couverte de longues marques de griffes traînées jusqu'au sol. Des oreillers déchirés recouvraient le couloir d'un duvet doux, comme s'il avait neigé à l'intérieur. Je les ai regardés dériver lentement, tandis que des hommes en uniforme vérifiaient chacune des pièces qui semblaient avoir été déchirées par quelque chose de sauvage. Dehors, dans notre allée, il y avait des voitures de police et une ambulance. Au milieu de tout ça, il y avait Annie, baignée par la lumière bleue et rouge qui l'enveloppait, illuminée dans l'obscurité comme un ange au néon, le visage rayonnant. Je me suis jeté de l'épaule du policier et j'ai couru vers elle. On se trouvait là tous les deux, sous toutes ces constellations que nous avions inventées ensemble. Des cris doux provenaient de l'ambulance qui se balançait de temps en temps. Annie m'a doucement détourné la tête, souriant si tristement que ma poitrine s'est mise à trembler lorsque j'ai compris. Il s'avère qu'il n'y avait pas de démon, pas d'animal sauvage ou de méchant homme essayant d'entrer par effraction. C'était juste maman, qui avait perdu la tête à cause de l'alcool, de la drogue et de tout le reste, et qui arrivait à la fin d'une semaine de beuverie. Quelque chose s'était finalement brisé dans sa tête et cette fois, nous ne pouvions pas la remettre sur pied, malgré tous nos efforts. Parfois, on tombe une dernière fois et on ne se relève jamais.
Annie l'avait vu dans le jardin, du sang coulant de sa bouche, des traces de drogue se dessinant sur ses avant-bras comme des routes non cartographiées. Un rail mince et désespéré pour un dernier coup, une dernière dose. Elle avait cherché dans la cuisine toute la boisson que j'avais jetée et ne l'ayant pas trouvée, était venue chasser la réserve qu'elle cachait dans la salle de bain. Elle ne voulait pas de moi, juste la drogue de l'autre côté de la porte. Si forte, elle voulait tellement cette drogue qu'elle avait réussi à imiter la voix d'Annie presque parfaitement. Il s'avère que les vrais monstres sont ceux qui vous dévorent lentement, ceux qui se présentent dans une bouteille ou une aiguille ou à la fin d'une longue liste de raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à sortir du lit le matin. Parfois, les monstres sont ceux qui vous élèvent ou vous aiment le plus. Mais c'est à vous de décider si vous les laissez entrer.